Bonjour tout le monde. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Tania, la présidente de la Federation of International Civil Servants Associations, FICSA. Et vous êtes bienvenus et merci d'avoir accepté l'invitation aux sessions Ask the FICSA Expert sur les questions des évaluations des conditions de vie et de travail au lieu d'affection pour les fonctionnaires internationaux. Cette session est en français. Il y aura la même session la semaine prochaine, le 6 juillet, en anglais. This session is only in French. There will be an English session next week, the 6th of July, in English. And we are recording this session for your information as well. Aujourd'hui, nous avons l'honneur parmi nous d'accueillir Madame Véronique Alain, membre de l'ExCom du FICSA pour la compensation, membre du personnel à Montréal et ma grande amie aux réunions de FICSA depuis 2009. Véro vous a représenté dans les réunions des groupes de travail sur ce sujet très important pour les personnels depuis nombreuses années. Elle est sans doute l'experte de la matière au sein du FICSA. Donc, merci Véro d'avoir accepté de faire cette présentation. Avant de passer la parole à Véro, je vais vous dire, si vous avez des questions pendant la session, ce sera mieux de nous envoyer un email à FICSA. Je crois qu'il y a le email dans le chat, parce que comme ça, nous pouvons vraiment réfléchir sur la question et vous répondre en détail et en écrit. C'est pas vraiment la peine de mettre les questions dans le chat parce que je crois qu'il n'y aura pas vraiment le temps. Il y a beaucoup de détails dans cette présentation. Alors, je vais passer maintenant la parole à Véronique. Merci, Véro, et bonne session. Merci. Merci beaucoup, Tania. Bonjour à tous. Je suis donc basée à Montréal, qui a fait les manchettes il y a 2 jours parce que c'était la ville la plus polluée au monde. Alors, je vous rassure qu'on n'a plus de smog. Là, les feux de forêt se sont un peu calmés. Et donc, je vais demander à Marie-Paul si elle veut bien commencer la présentation parce que je pense qu'il faut... on a juste 1 heure, alors on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Alors, c'est une présentation qui parle du questionnaire de la Commission de la fonction publique internationale qui envoie ces questionnaires aux représentants de l'ONU dans les capitales en particulier et après ça dans les petits lieux d'affectation pour pouvoir avoir une idée des conditions de vie des fonctionnaires internationaux. Et donc, c'est un questionnaire qui s'adresse aux conditions de vie et de travail des fonctionnaires qui sont recrutés sur une base internationale. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on va faire un peu de sémantique ici pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas au courant. Donc, la CFPI, la Commission de la fonction publique internationale, et en anglais ICSC, International Civil Service Commission, c'est un organe qui est composé d'experts indépendants qui est responsable de réglementer et de coordonner les conditions de service des fonctionnaires du système commun de l'ONU. Il y a 13 commissaires de différents pays et régions du monde, notamment Sierra Leone, Espagne, Grèce, Japon, Mexique, Canada, Russie, Corée du Sud, Libye, États-Unis, Brésil, Chine et Maroc. Ensuite, ce qu'on appelle le TWG, c'est le Tripartite Working Group en anglais. C'est un groupe de travail tripartite qui est composé des représentants de la CFPI et de staff de la CFPI et des organisations du système de l'ONU qui déploient du personnel à l'extérieur des sièges et des représentants des 3 fédérations de syndicats et associations du personnel, donc la FICSA est là, la CISOA, ainsi que UNICEF. Et il passe en revue les résultats des questionnaires, donc des questions qui ont été complétées, et recommande au président de la CFPI le niveau de difficulté et des conditions de vie d'un lieu d'affectation. Autrement dit, si le lieu d'affectation doit obtenir une classification à A, à B, à C, à D ou à E. Ensuite, il y a un questionnaire qui est extrêmement détaillé de 130 questions, qui est un outil donc utilisé par la CFPI pour
évaluer le niveau de difficulté des conditions de vie d'un lieu d'affectation dans les différentes régions où l'ONU opère. Alors, c'est extrêmement détaillé. On va vous demander, par exemple, des questions. Si vous trouvez facilement, par exemple, une liste de produits tels que des ampoules électriques, des bougies, des batteries, ou bien combien, par exemple, dans la partie médicale, combien il y a de médecins spécialistes dans un hôpital, ou combien il y a de techniciens en laboratoires médicaux. Donc, c'est extrêmement détaillé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait se mettre en mute, je pense. Et donc, ensuite, la définition de ce qu'on appelle conditions de vie difficiles. Évidemment, c'est toujours un peu subjectif. Qu'est-ce qui est difficile pour moi, l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, la définition avec laquelle le groupe de travail est arrivé, c'est circonstances et conditions de vie qui provoquent un inconfort durable, une privation ou une difficulté générale dans un lieu d'affectation donné. Autrement dit, combien c'est difficile de vivre ou combien c'est agréable de vivre. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, on prend un exemple. Alors, je me suis rendu compte en repassant ma présentation que ce n'était pas un bon exemple parce que finalement, Haïti a été déclaré E et c'est ce qu'on appelle non-family duty station. Mais bon, j'ai pris un exemple d'un P3 chargé de programme qui travaille et vit à Port-au-Prince en Haïti, qui est avec sa conjointe et un enfant à charge et est en poste dans ce lieu d'affectation. On voit souvent, on entend dans les nouvelles que euh, les situations des fois sont volatiles, d'une journée à l'autre, les choses peuvent changer, il peut y avoir des émeutes. Et donc, euh, on a un petit problème ici, Marie-Paul? Ok. Après, on va repasser après à la prochaine, oui. Donc, Haïti, comme on sait, c'est une situation un peu compliquée. Haïti a été déclaré au niveau E pour tout le pays au complet depuis maintenant plusieurs années. Donc, parce que c'est classifié au niveau E, ben, c'est ce qu'on appelle en anglais non-family duty station. Donc, les familles, les enfants à charge et les époux ou épouses des fonctionnaires internationaux ne sont pas supposés y habiter. Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, la prochaine slide, on fait une parenthèse, je vais faire une parenthèse parce que on a tendance un peu à oublier les fonctionnaires de la communauté LGBTQ plus, qui malheureusement souvent vivent dans des situations où les lieux d'affectation où on les envoie ne sont pas nécessairement appropriés pour les familles de ces fonctionnaires-là et où ils ne sont pas bienvenus. Et c'est important de penser à cette communauté-là. Certaines collègues de UN Globe nous demandent souvent de faire valoir cela. Et dans les questionnaires, à la partie notamment conditions locales, c'est important de pouvoir mentionner, rajouter ces informations-là si on a des informations pertinentes sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse une parenthèse pour nos collègues de cette communauté. Euh, je pense qu'il manque quelque chose sur cette slide de Marie-Paul. Donc, c'est ça, on a souvent deux extrêmes qui se présentent. On a des lieux d'affectation qui sont parfaits, comme l'image en haut à droite, qui est vraiment un petit paradis sur Terre. Et puis à côté de ça, on a d'autres endroits, et ça, c'est pas exagéré, où il n'y a pas de collecte d'ordures, les conditions sont difficiles, c'est très pollué. Donc, on doit être capable de représenter tout ça dans ces questionnaires. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on se demande donc pourquoi on présente, on demande de remplir un questionnaire qui est si détaillé et si peut-être difficile à répondre pour certains.
parce qu'on veut évaluer donc les conditions qui sont plus ou moins difficiles de vie dans un lieu d'affectation. Et on veut attribuer un niveau de difficulté aux conditions de vie parce que tout cela détermine le niveau de l'allocation annuelle qui est versée par les conditions de vie difficiles. Donc, comme il y a un enjeu financier, évidemment, il faut que les informations soient soumises, soient bonnes, soient fiables et pertinentes. Et aussi, dépendance du niveau de difficulté, si c'est par exemple au niveau de D ou E, on veut être capable aussi de déterminer la fréquence des congés dans le pays d'origine et le niveau de l'allocation pour dangerosité, pour vivre avec des conditions dangereuses. Donc, on veut donc déterminer combien difficiles les conditions de vie sont pour les fonctionnaires de l'ONU qui sont recrutés sur une base internationale. Et pour cela, donc, on doit avoir des informations. Le groupe de travail qui se réunit au mois de novembre chaque année doit être capable d'avoir des informations tangibles pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on va faire un petit peu de géographie ici. Ben, on n'a pas beaucoup de temps pour en faire, mais donc, pour qu'on sache les villes, les sièges et les organisations des Nations Unies, c'est donc classifié à H pour Headquarters en anglais. Ça, on a pris l'abréviation du H. Donc, c'est la catégorie qui est réservée pour les sièges des agences de l'ONU ou pour des lieux d'affectation aux conditions similaires, comme par exemple donc les villes sièges, c'est Vienne, Rome, Paris, Montréal, Madrid, Londres, etc. Les villes aux conditions similaires, ben, c'est Copenhague, Washington, Kyoto, Sydney, Oslo ou Košice, par exemple, et puis les pays qui sont membres de l'Union européenne. Donc, il faut que, pour donner la définition de H, donc headquarters, il faut donc soit c'est un siège ou c'est un lieu d'affectation en conditions similaires, et aussi sont situés dans des pays où il n'y a aucun programme d'aide au développement ou d'aide humanitaire de l'ONU, ou dans des pays qui sont membres de l'Union européenne. Après ça, on passe aux catégories euh, des villes qui sont classifiées, qui sont hors siège. Bon, on a donné un exemple ici à la catégorie A, Douala, Bogota, San José, Le Caire, etc. B. Donc, quand les villes sont classifiées, quand les lieux d'affectation sont classifiés au niveau de A, il n'y a pas d'allocation qui est versée. À partir de B, C, D et E, il y a des allocations pour des conditions de vie difficiles qui sont payées sur une base mensuelle et en fonction du grade du fonctionnaire. Donc là, quand vous allez recevoir cette présentation par après, Marie-Paul va l'envoyer, vous ferez un petit peu d'exercice de géographie. Si vous ne savez pas, par exemple, que je vais faire une recherche moi-même que Hoima, c'est en Ouganda. San Cristobal, c'est au Mexique, par exemple. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment les villes, les lieux d'affectation, qui sont, la plupart ici, ce sont des capitales, euh, sont classifiés. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, chaque région et chaque région ouais, désignée par la commission et sa liste de lieux d'affectation qui s'y trouvent sont passés en revue donc tous les 3 ans et des révisions hors cycle sont toujours possibles. Donc, chaque lieu d'affectation est passé en revue une fois tous les 36 mois. Alors, le groupe 1, c'est l'Afrique. Non, c'est l'Asie et le Pacifique, pardon, excusez, je me suis trompée. Groupe 1, Asie-Pacifique. Groupe 2, c'est l'Afrique. Et groupe 3, c'est l'Amérique latine et Caraïbes, ainsi que la communauté des États indépendants, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, etc., et le Moyen-Orient. Alors, la prochaine région qui va être sous revue, c'est l'Afrique. Et en principe, la Commission de la fonction publique internationale va envoyer d'ici quelques semaines les questionnaires aux résidents coordinateurs dans la plupart des capitales africaines pour demander les informations donc, pour remplir ces questionnaires. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collègues de la région Afrique qui sont connectés, donc c'est une bonne chose parce que si ça ne vous concerne pas vous directement comme fonctionnaire, parce que vous êtes peut-être recruté localement,
mais ça vous permettre peut-être, j'espère, cette session-là va vous permettre de comprendre un peu le processus et peut-être d'encourager vos collègues qui sont recrutés sur une base internationale de fournir le plus d'informations possible dans ces questionnaires. Alors, comme on peut voir, il y a donc le groupe de travail qui se réunit donc en général au mois de novembre, va passer en revue ces questionnaires qui ont été renvoyés à la CFPI et pourra donc attribuer de manière la plus probante le niveau de difficulté. Alors, on peut débattre sur le fait que l'allocation est basée sur le grade du fonctionnaire. Certains vont vous dire, mais pourquoi un P2 recevrait une allocation qui serait moins élevée qu'un P4 ou un P5 ou un D1? On n'entrera pas dans ce débat parce que je pense que j'ai même pas la réponse. Mais c'est ce que l'on a. Cette allocation qui est qui est payée sur une base annuelle est revue tous les 3 ans. Et la prochaine révision était prévue en janvier 2023, mais l'Assemblée générale des Nations unies n'a pas approuvé de changement au niveau de cette allocation. Donc, ici, vous avez les montants qui sont, je ne sais pas si vous les voyez bien, si je dois les détailler ou pas, mais vous avez ici les montants qui sont donc versés à partir de la classification B à E. Comme on s'entend, évidemment, E, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, ceux qui acceptent d'y être déployés sont en général compensés pour les difficultés que ça représente. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est le processus. Donc, la CFPI envoie les questionnaires aux résidents coordinateurs ou ce qu'on appelle le UN Country Team qui s'occupent de compléter les informations qui sont demandées dans ce questionnaire euh, et leur envoie à la CFPI. Ces questionnaires sont présentés au groupe de travail. Donc, idéalement, quand ces questionnaires sont envoyés chez les résidents coordinateurs, ce qui serait idéal, ça n'arrive pas toujours, ça n'arrive pas souvent, mais ce qui serait idéal, c'est qu'il y ait un groupe de travail local, un comité local qui se réunisse pour pouvoir se partager la tâche, parce que c'est quand même 130 questions, et divisé par 6 domaines d'évaluation des conditions. Et donc, ils pourraient se partager le travail et avoir tous un- un consensus, si on veut, pour pouvoir fournir l'information à la CFPI. Ça n'arrive pas souvent et souvent, malheureusement aussi, les fonctionnaires ne savent même pas que le questionnaire est arrivé dans leur lieu d'affectation puis qu'il est à compléter. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie, nous, au niveau de la FICSA, de changer un peu ça et d'essayer faire prendre conscience de l'importance de remplir ces informations et ces questionnaires. Donc, pour chaque lieu d'affectation, il y a seulement un seul questionnaire qui peut être soumis euh, par le biais du résident coordinateur. Et pour compléter le questionnaire, donc les fonctionnaires, comme je disais, recrutés sur une base internationale devraient pouvoir se consulter et pour pouvoir fournir des informations pertinentes. Euh, et donc, il est important donc de compléter le plus possible les informations et d'étayer même avec ce qu'on a des photos, des vidéos, etc. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, j'en étais où là? J'en étais, je pense. Oui, c'est ça. Donc, le questionnaire cherche à obtenir des informations détaillées sur 6 facteurs différents en 130 questions. Alors, climat et environnement, par exemple la température, les conditions climatiques, mais aussi les phénomènes naturels comme les ouragans, les éruptions volcaniques, les, euh, les glissements de terrain, etc. Ensuite, l'isolement social et matériel, dans quelle mesure on est isolé parce qu'il n'y a pas d'aéroport, parce qu'il n'y a pas d'Internet, parce qu'on ne peut pas se distraire avec des infrastructures sportives, par exemple. Ensuite, le logement,
qu'est-ce qui est disponible en termes de logement pour les fonctionnaires internationaux? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on est dans une communauté fermée? Est-ce que la sécurité est un problème? Ensuite, les conditions locales, bien, ça concerne l'état des routes, les, le ramassage des ordures, la propreté de la ville, les, les lieux en général. Ensuite, les soins de santé et infrastructures. Donc, climat, isolement, logement et conditions locales, ça, c'est des informations pertinentes que les fonctionnaires auxquelles les fonctionnaires peuvent répondre. Les, la question de santé, des soins de santé et des infrastructures disponibles, ça, c'est absolument réservé aux représentants de l'OMS ou aux médecins désignés de l'ONU dans le lieu d'affectation qui doivent absolument répondre aux questions parce qu'en plus, ils sont très détaillés de façon assez normale. Vous n'auriez probablement pas toutes les réponses. Ensuite, la sécurité et la sûreté, ça, c'est aussi un domaine réservé pour nos collègues de ce qu'on appelle UNDSS, le département de sécurité et sûreté de l'ONU, qui remplissent les informations. Euh, ce sont ces facteurs-là qui permettent de donner un degré de difficulté au lieu d'affectation. Prochaine slide, s'il vous plaît. Comme on dit, il y a 5 facteurs de succès et si les services sont disponibles et la qualité des services, donc c'est important de donner le plus d'informations possible. Euh, ce questionnaire, c'est un outil donc, pour évaluer les différentes situations qui sont vécues par un certain nombre de fonctionnaires dans différentes agences de l'ONU. S'il n'y a pas d'informations qui sont soumises, ben alors la commission va penser que tout va bien, donc va se référer aux informations qu'ils avaient eues la fois d'avant, c'était 3 ans auparavant, donc ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un jour et ça c'est pas nécessairement en faveur des fonctionnaires. Ensuite, si on peut fournir des photos et soumettre le plus de faits pour avoir une bonne preuve de ce qui se passe sur le terrain, ça c'est parfait. Euh, on dit toujours que partager, c'est aussi prendre soin et s'informer. Et puis, quand on remplit ce questionnaire, ce serait bien juste pour une journée de se faire passer pour le président de la CFPI, pour avoir un peu, se mettre un peu dans ses bottines ou dans ses souliers, puis essayer de voir comment lui réagirait si on lui donne toutes les informations pour savoir comment on doit classifier un lieu d'affectation de la meilleure façon possible. Donc, c'est vraiment de déterminer les différents niveaux de difficulté des conditions de vie et de travail qui sont vécues par les fonctionnaires de l'ONU et en se basant sur un maximum d'informations et sur un éventail intéressant de lieux d'affectation. Euh, la plupart des questions exigent soit une réponse chiffrée ou, oui, tu peux mettre la prochaine, ou des réponses en cochant une case. Les réponses peuvent être accompagnées d'informations additionnelles comme des liens Internet, des photos, des vidéos, des témoignages. Et si l'information est supplémentaire et fournie soit sous forme narrative ou visuelle, et ce n'est pas obligatoire, mais ça peut permettre au bureau du représentant coordinateur de l'ONU de soutenir une proposition pour demander un niveau de classification spécifique. Donc là, celle-ci, en termes de climat, les questions qu'on vous pose sur le climat, par exemple la pollution de l'air et atmosphérique, les températures ressenties, la fréquence des désastres naturels de grande ampleur comme des inondations, des glissements de terrain, des ouragans, des épisodes de pollution extrême, comme des versements d'ammoniac liquide, des émissions de substances venant de l'industrie lourde. On vous demande donc on demande donc des questions qui sont quand même assez, assez spécifiques et techniques, mais qui sont, si on vit sur place, pour le moment, pas très difficiles à répondre. Euh, alors, prochaine question. Prochaine slide, pardon. Sur la partie isolement social et physique, on demande donc des informations sur les transports en commun qui sont disponibles, par exemple, dans le lieu d'affectation.
la fiabilité des services, est-ce qu'il y a un aéroport qui est disponible et desservi pour différentes destinations, comment est-ce qu'on peut se rendre dans les pays aux alentours ou dans les localités voisines? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les routes sont disponibles? Est-ce qu'il y a des limitations imposées, par exemple, au niveau de l'obtention d'un visa de séjour ou est-ce qu'il y a des services consulaires qui sont disponibles sur place? On demande aussi, est-ce que vous pouvez vous déplacer librement? Est-ce qu'il y a des risques d'agression par des gangs de rue, par exemple? On vous demande si vous avez la possibilité de vous déconnecter facilement du travail et quitter le lieu d'affectation facilement. Est-ce qu'il y a un réseau service Internet? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est un prix raisonnable? Est-ce qu'il y a des normes locales, socioculturelles qui ont un impact sur votre vie ou sur celle de votre époux ou les partenaires de vie? Donc, on vous demande des questions qui sont plus d'ordre local, mais est-ce qui touchent à votre vie en dehors du travail essentiellement? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Quelqu'un a son micro ouvert, je pense? Ah, parce que, Je crois que c'est bon maintenant, Véro? Oui? OK, j'ai muté tout le monde. ouais, ok, merci. La prochaine slide, s'il vous plaît. En termes de logement, par exemple, on vous demande des informations sur les services d'entretien, la collection, la qualité des collections des ordures, des collectes des ordures ménagères, l'hygiène ambiante, les services de maintenance. Est-ce que c'est facile de louer des maisons? Est-ce qu'il y a des coupures d'électricité fréquemment? Est-ce que les maisons privées pour les expatriés sont séparées des autres pour des raisons de sécurité? Est-ce qu'on peut, par exemple, marcher entre le bureau et le domicile? Euh, Demande des questions d'ordre plus domestiques, si on veut, mais qui sont quand même importantes parce que justement, c'est quand même entre le travail et pas le travail, il faut se loger de façon convenable. Donc, c'est important d'avoir ces informations-là aussi dans le questionnaire. Prochaine question, slide, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est les questionnaires sur les soins de santé et, et l'accès donc, aux installations de santé. Donc ça, ce sont des questions qui sont extrêmement détaillées, euh, doivent être remplies donc, par le représentant officiel de l'OMS ou par le médecin officiel de l'ONU. Et ces 40 questions qui sont très détaillées pour évaluer la disponibilité et la fiabilité des services de soins de santé ou de médecine préventive qui sont dans le lieu d'affectation. On va vous parler on parle d'évaluer, par exemple, l'hôpital, la sécurité à l'intérieur de l'établissement, les connaissances et les habilités du personnel médical pour la prévention et le contrôle des infections, mais aussi vous, en tant que fonctionnaire, si vous n'avez pas accès à cette partie soins de santé, vous avez toujours la possibilité, dans la partie conditions locales, de rajouter des informations sur, si vous savez, par exemple, qu'il y a beaucoup de médicaments ou produits de contrefaçon qui sont disponibles sur les terrains et s'il y a des moyens qui sont mis en place pour contrôler la qualité des produits pharmaceutiques ou si vous savez, vous avez été, par exemple, vous avez eu à utiliser les services d'urgence, médicaux d'urgence. Est-ce que les infrastructures, d'après vous, étaient bonnes? Est-ce que le diagnostic posé avait été bon? Est-ce que on vous a pris en charge de façon efficace? Et si vous avez aussi l'expérience, par exemple, si vous êtes une fonctionnaire de l'ONU, une fonctionnaire donc, de sexe féminin, si vous savez, si vous pouvez juger s'il y a des soins gynécologiques et obstétriques qui sont à la hauteur ou pas. Le questionnaire en soi pose des questions très détaillées, comme par exemple très, très techniques médicalement. Alors, ça n'est peut-être pas la réponse, mais si vous êtes capable de rajouter des informations supplémentaires sur une expérience que vous avez peut-être vécue vous-même, qui a appelé à des soins d'urgence, c'est toujours intéressant et important de pouvoir faire part de votre expérience et de vos de votre observation sur le terrain. Donc, si vous avez eu
une urgence médicale, c'est toujours bien de pouvoir dire si le diagnostic était fiable, si le matériel médical était en bon état, puis si les médicaments étaient disponibles. Des fois, on serait surpris, hein, ce qui peut arriver dans un cas d'urgence médicale. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est encore sur les soins de santé. Donc, vous voyez comme les informations qu'on demande sont quand même assez sur le nombre d'évacuations médicales qu'il y a eu dans un pays. Vous, en tant que fonctionnaire qui n'êtes pas du système de santé ou qui ne travaillez pas pour l'OMS, vous ne serez probablement pas en mesure de répondre. Est-ce que les professionnels de la santé possèdent des compétences, des compétences et des connaissances? Peut-être pas, on peut peut-être pas nécessairement juger ces informations-là, mais ça, c'est de toute façon donc, des informations qui sont remplies par le médecin désigné de l'ONU ou par les représentants de l'OMS sur place. Prochaine slide, s'il vous plaît. Je me suis aperçu qu'on ne parle pas de la sécurité et de la sûreté dans cette présentation parce que c'est donc réservé aux collègues de UNDSS, mais pour vous donner un peu une idée, en, les informations, on pose des questions sur le niveau d'insécurité dans le lieu d'affectation, l'évaluation de la menace de conflits armés, le terrorisme, de la criminalité, les troubles civils. On pose des questions aussi sur les menaces contre la sécurité, mesures spéciales pour la protection des femmes fonctionnaires, ou le nombre d'homicides, d'incidents, d'enlèvements, d'arrestations, d'attaques à main armée. Et donc, ici, ça c'est notre dernière slide, notre dernière diapositive. Donc, on a sur le site de la Commission de la fonction publique internationale, donc ACSI, un certain nombre d'informations qui sont mises à jour de toute façon tout le temps. Et on a aussi développé au niveau de la FICSA des ressources sur ce sujet-là, qui sont en majorité en anglais, mais récemment, on a traduit un document qui est la foire aux questions sur ce sujet-là, qui, je pense, est très utile et peut vous donner plus d'informations supplémentaires. Et on avait donc ici les deux sites web qui vous sont fournis, celui de la commission à la CSI et celui de la FICSA. Et donc, je pense que j'ai à peu près fini ma présentation, Tania. Je ne sais pas si tu as des commentaires. Bon, merci Véro. Je crois que oui, tu as vraiment fait vite avec toute l'information qu'il y avait. J'ai fait ça un peu C'est trop vite, hein, impressionnant. peut-être, ouais. Bravo. Non, 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 bravo, c'est bien fait. Mais peut-être on a le temps, on a encore 20 Ouais, minutes. Si ouais. jamais On peut quelqu'un peut-être demander veut, s'il y a des questions, ouais. Mhm. s'il y a des questions directes pour Véro, c'est Ouais. maintenant. Si vous levez la main. Et comme ça, Véro peut répondre directement aux questions ou si vous voulez qu'elle retourne ou un slide ou l'autre pour vérifier ou Aussi, oui. clarifier des Mhm. choses. Je vois qu'il y a monsieur, j'espère que c'est un monsieur Cyr, Lekibi, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour, c'est bel et bien un homme. Alors, ma question, c'est beaucoup plus parce que nous sommes sur le terrain. Il y a des nouveaux lieux d'affectation qui ne sont pas Excusez-moi, répertoriés ici. monsieur, pardon, excusez-moi, je vous interromps. Le son n'est pas exactement très clair. Si vous Ouais. pouvez améliorer peut-être le micro ou parler un peu plus fort. Merci. OK, d'accord. Donc, je fais le deuxième essai. Alors, ma question, c'est nous qui sommes sur le terrain, il y a certains fonctionnaires pour des raisons vraiment d'activité qui sont affectés dans les lieux d'affectation qui ne sont pas répertoriés ici. Alors, dans ce cas, comment est-ce que cette régularisation peut se faire? Est-ce que l'action peut commencer à notre niveau ou alors à quel moment vous commencez à prendre en compte ces faits? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que vous pouvez me donner un peu une idée plus précise de la géographie? Vous êtes situé où?
Vous êtes en mute. Allez-y, vous Oui, pourrez. j'avais déjà fini ma question et j'aimerais savoir si vous l'avez capturée ou alors que je reprenne. Oui, je l'ai capturé, mais j'ai une question supplémentaire. Est-ce que vous êtes basé où? Dans quel En pays? RDC. RDC. Vous êtes en République démocratique du Congo, c'est ça? Oui, voilà, C'est RDC. Voilà. OK. Mhm. Donc, ce que vous parlez, sont des fonctionnaires internationaux qui sont basés dans un lieu d'affectation, mais qui travaillent dans un autre, c'est ça? Non, en fait, qui au départ, qui effectivement sont dans un lieu d'affectation pour des activités, mais ces lieux d'affectation-là ne sont pas des lieux d'affectation, on va dire, quand on recherche ces lieux d'affectation-là dans ce qui est comme votre base de données, ces lieux d'affectation ne sont pas reconnus comme lieux d'affectation. Par exemple, la ville de Calais, il y a des staffs là-bas, mais ce n'est pas reconnu comme lieu d'affectation. C'est juste un Et c'est du staff national ou c'est du staff international? Les deux, parfois. Ah, OK. Puis est-ce qu'on sait de quelle agence ils sont? Ah, bien sûr, de l'OMS. L'OMS, je crois. C'est l'OMS? Je crois, oui. Oui, je confirme. OK, ben, je pense que la meilleure chose que vous avez à faire dans ce cas-là, c'est de passer par le résident coordinateur, mais aussi vous avez votre chef de bureau ou votre, je ne sais pas comment vous l'appelez, votre directeur local peut toujours envoyer un mail à la commission à New York pour leur faire part du fait qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas répertoriés nulle part. Parce que des fois, c'est des lieux d'affectation où il n'y a pas eu de classification, même temporaire, qui a été faite à un moment donné parce qu'on n'a pas su qu'il y aurait un déploiement de staff. Il faut que l'agence qui doit déployer du personnel dans ces lieux d'affectation-là prévienne la commission à New York qui vont déployer ou qu'ils ont déployé du staff et demandent une classification, ce qu'on appelle une classification temporaire. Et avec ça, il y a donc un questionnaire qui est à remplir et tout ça. Mais normalement, avant qu'il y ait déploiement de fonctionnaires, il faut que le lieu d'affectation soit classifié de façon temporaire. Donc, je vous encouragerai, je pense, à passer par le bureau de l'OMS en RDC, c'est pour le moment à Kinshasa, ou un autre un peu moins gros, et puis de faire parvenir l'information à la commission. Vous pouvez aussi copier la FICSA dans cet email-là, ça va nous faire plaisir. Ou vous pouvez aussi envoyer un email à la FICSA avec ça, on peut peut-être essayer à Tania, on peut peut-être essayer d'alerter nos collègues de la CFPI sur ce sujet-là. C'est une Oui. très bonne question, en effet. Oui, tout à fait, Véro, merci pour la réponse. Et si vous copiez FICSA comme ça, si jamais s'il ne répond pas ou s'il y a encore des questions après, on peut vous soutenir. Et comme ça aussi, nous allons avoir les détails des questions et la réponse C'est ça. et puis, vous pouvez écrire en français. Hein. Oui, et on peut toujours en français. Oui. D'accord. Merci pour la question. En fait, est-ce que je peux y avoir une question de suivi parce que comme on est déjà dans le domaine, est-ce que les consultants aussi, ça compte, les consultants sportifs Non, ou bien non, les faut que ça consultants ne sont soit pas concernés, seulement non. les staffs, voilà, Seulement internationaux. pas des consultants, non. Les consultants ne sont pas inclus dans ce groupe-là, non. Malheureusement. Oui, c'est que le staff, que le C'est que le personnel. staff. Personnel recruté de façon internationale, sur une base internationale. Merci pour la question. Merci, Véro, d'avoir répondu. Lucie, bonjour Lucie de Conakry. Est-ce Oui, que vous bonjour. allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Voilà ma question. Je voudrais savoir si la classification des lieux d'affectation a une incidence pour le personnel recruté localement.
Est-ce que Pour le tu as- personnel, j'ai pas entendu la fin. Pour le personnel, quoi? Recruter localement, staff Non. localement, est-ce qu'il y a une incidence? Non. Non, c'est vraiment, je sais que ça peut paraître injuste parce que ce que les fonctionnaires internationaux vivent, souvent le personnel local vit aussi ça. Non, c'est uniquement pour le personnel qui est recruté sur une base internationale. Le personnel local n'est malheureusement pas couvert par ce processus de classification, malheureusement. Je sais que ça peut paraître très injuste parce que, comme je te dis, ce que les fonctionnaires internationaux vivent, euh, ça s'avère être la même chose que pour le personnel local souvent, notamment quand les conditions sont difficiles. Mais non, c'est malheureusement pas prévu pour le personnel local. OK, merci, c'était juste ma question. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Merci, Lucie. Est-ce qu'il y a des autres questions, des autres Oui, non, il y avait un main, mais plus maintenant. Il y a quelqu'un? Je suis sûre que vous avez des questions. Et je sais que c'est beaucoup d'informations. Peut-être Si, je suis vous sûre qu'il y a avez des besoin questions. de temps. Je suis sûre qu'il y a des questions. Il y a toujours des questions. Ah oui, Ah, je ok, vois voilà une qu'il y autre. a Georgette. Georgette, s'il vous plaît, Georgette. Oh, oui, bonjour. Bonjour aux présentateurs. Merci pour cette belle présentation. Mais je voudrais juste savoir, lorsque vous avez un staff qui va en déploiement, la classification se fait à quel niveau? Je n'ai pas bien cerné cette classification-là. Je ne sais pas si vous pouvez me réorienter pour que je comprenne mieux. Merci. Ce que vous voulez dire, c'est ben, quand c'est un nouveau lieu d'affectation, par exemple, où l'ONU n'avait jamais eu d'activité avant, est obligé de déployer, à ce moment-là, avant de déployer le staff, ils vont demander à la commission à New York, ils vont les informer qu'ils vont déployer du staff dans un lieu d'affectation en particulier. Et pour cela, ils vont demander ce qu'on appelle une classification temporaire. Donc là, il y a un questionnaire qui est à remplir, qui est tout aussi détaillé. Souvent, les informations ne sont pas complètes parce que comme justement, il n'y a personne sur place, c'est un peu compliqué. Donc, on fait une classification temporaire et on attend la fois d'après ou cette région-là. Donc, admettons en janvier cette année 2023, admettons, il y a un nouveau lieu d'affectation en Afrique qui se présente parce que l'ONU doit aller déployer, doit aller porter refuge, porter de l'aide à des réfugiés ou whatever. Donc, on fait une classification temporaire et en novembre 2023, comme c'est la région Afrique qui va être revu. À ce moment-là, il y a un nouveau questionnaire qui est envoyé parce que d'ici là, le staff a été déployé. Donc là, il est en mesure de répondre et de donner des informations encore plus pertinentes. Donc, on fait une première classification qui est un petit peu, des fois c'est bancal parce qu'on n'a pas toute l'information. On l'a fait de façon temporaire. Puis après ça, au moment où c'est la révision annuelle, donc en novembre de chaque année, quand la région arrive c'est son tour de passer en revue, eh bien, à ce moment-là, en novembre, toutes les informations sont confirmées. Georgette, est-ce que Véro a bien répondu à ta question? Oui, oui. Oui, merci. C'est bon pour moi, merci. C'est bon? OK. Je vous en prie. Merci. Merci, Georgette. Alors, est-ce qu'il y a des autres questions? Parce que comme ça, moi, j'apprends beaucoup ici parce que je ne suis pas expert dans la matière. Hein. Donc, j'apprends beaucoup. Et avec les questions des autres aussi, j'apprends encore plus. Ben oui, c'est bien, Donc, oui. oui, c'est ça. Donc, si vous avez des questions pour clarifier, on a encore 5 ou 10 minutes. Ouais, c'est Et bon, oui. sinon, si je ne vois pas de questions, ce qui est le cas, Peut-être que peut-être. Marie-Paul peut en profiter pour nous amener sur le site de la commission. Peut-être on pourrait regarder. Ou sur le site de la FICSA. Les deux comme elle veut. Oui, c'est ça. Marie-Paul, Vous tu es pouvez nous là? amener, je vais vous emmener sur le site de la Voilà. FICSA. Ouais, OK. Mais en bien. plein écran. C'est ça, par Hatchip. Donc, comme je l'expliquais, on a développé
il y a quelques années déjà, avec mon collègue Sacha, on a développé des modules un peu pour vous donner des informations. Donc, on a ce qu'on appelle une foire aux questions. En anglais, c'est FAQ, là, Frequently Asked Questions. On l'a en anglais, puis je l'ai traduit en français récemment pour les besoins de cette présentation d'aujourd'hui. Donc, là, vous avez, c'est très détaillé, beaucoup plus détaillé, je pense, que la présentation que je viens de vous faire. Et c'est un document qui n'est pas trop long, je pense. Et puis, il y a quelques années, j'avais fait, si tu peux aller sur le rapport, la Classification of Duty Station Asia-Pacifique pour avoir un peu une idée aux collègues quand la FICSA participe à ces réunions-là, de quoi ça allait. Donc, habituellement, on fait, ça c'est donc l'année passée, c'était l'Asie-Pacifique qui était révisée. Donc là, le président de la commission émet, donc à la fin de cette réunion-là, il émet un mémo avec toute la liste des lieux d'affectation selon qu'ils sont classifiés A, B, C, D. Puis, à ce moment-là, en novembre l'année passée, il y avait parlé des lieux d'affectation au Liban qui étaient classifiés de façon temporaire. On a toujours un petit peu des difficultés avec le Liban. Donc, euh, on avait dit qu'en juin, en juin de chaque année, il y a ce qu'on appelle le mid-year review, la réunion du mois de juin pour passer en revue les lieux d'affectation qui sont classifiés de façon temporaire ou qui sont sur une liste que l'UNDSS surveille de proche. Et donc ça, c'est le mémo que le président de la commission émet à la fin de la révision en novembre. Si tu peux aller, Marie-Paul, peut-être sur le lien ici en bas, la Consolidated List of Entitlements Circular, oui, ici, parfait. Donc là, ici, vous avez, et ça, c'est des informations qui sont disponibles, elles ne sont pas privées. Donc, si vous allez sur le site de la commission euh, la fonction publique, vous avez ici, vous voyez comme on sait, ça chauffe en Turquie, ça chauffe en Ukraine, ça chauffe au Soudan. Donc ça, c'est écrit en rouge. Qu'est-ce qui se passe? Special Hardship Classification, I. Et puis ici, en bas, quand on descend, Consolidated List of Entitlements. Bon, je comprends que c'est tout en anglais, là. Pour ça que aujourd'hui, on avait fait une présentation en français, parce que je pense que c'est toujours bien vu quand ça se présente dans d'autres langues. Alors, vous avez différents formats PDF pour avoir la liste des pays, puis sont toutes répertoriées. Ouais, si tu vas là, Marie-Paul, ouais, très bien, oui. PDF, oui, ici. Ouais, au 1er janvier. Là, tu descends, là, ouais. Là, vous avez toute la liste. Vous voyez, le pays, le lieu d'affectation, la date de la revue, la classification, donc E, CB, CD, etc. Ça, c'est le code dans leur base de données de la commission. Là, ce n'est pas nécessairement pertinent, mais ils sont tous là. C'est des pages et des pages. Je pense que ça fait 21 pages. Ils sont tous répertoriés. Si jamais vous êtes dans un département du personnel, des fois, c'est bien d'avoir ces informations-là parce que avant que les gens soient déployés, c'est bien qu'ils aient l'information, euh, comme on dit, live, là, pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, avant de décider d'y aller ou pas. C'est ça. Tu peux aller sur le site de la FICSA maintenant? Parce qu'on a un petit peu de temps, on peut le faire. Ouais. Ouais, donc, c'est ça. Donc, euh, ouais. Donc là, c'est ça que tu avais dit. On s'en va sous Topics, Hardship Classification. Puis là, c'est ça que je vous expliquais. Donc, ça, c'est des informations qui sont plus pertinentes et peut-être plus utiles pour vous aussi. Il y en a beaucoup qui sont malheureusement tout en anglais, mais bon, un jour, on traduira tout. Merci, merci Marie-Paul d'avoir aidé. Je crois que c'est Oui, merci. important pour vous. C'est important pour vous, les participants, de savoir où se trouvent toutes les informations. Donc, si vous ne trouvez pas au site web de FICSA, il y a beaucoup d'informations aussi sur l'ICSC site web. Si jamais, après cette session, parce qu'on n'a que quelques minutes qui restent, après cette session,
veuillez, s'il vous plaît, nous envoyer un message avec des questions pour clarification. C'est vrai qu'après avoir pensé un petit peu, réfléchi un petit peu, peut-être vous auriez beaucoup plus de questions ou des choses qui ne sont pas très claires. On est là pour vous, on est là pour vous aider à comprendre. Et entre-temps, entre maintenant et quand vous avez le hardship classification dans votre lieu d'affectation, ce sera bien s'il y a des choses qui vous concernent, que vous croyez, il y a dernièrement, il y a, je sais pas, il y a beaucoup de problèmes militaires dans le pays ou je sais pas quoi. Et si vous croyez que c'est pas inclus ou c'est pas connu par le ICSC, il faut nous dire. Comme ça, on peut parler de cette situation pendant les réunions de groupe de travail. Et comme ça, on peut vous aider vraiment pour votre lieu d'affectation. Mais on ne peut pas vous aider si on n'est pas au courant. Donc, il faut nous dire. C'est ça. Et c'est ça le message que moi, je veux vraiment vous dire. Véro, vous avez quelque chose pour finir? Non, mais c'est ça que je vais juste que c'est justement la région Afrique qui va passer, Voilà. qui va être en revue. Donc, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, les questionnaires devraient devraient être envoyés dans les différentes capitales, en particulier des pays de l'Afrique, puis c'est la région Afrique qui représente le plus de lieux d'affectation à, à répertorier. Devrait, je pense, arriver d'ici le début du mois de juillet, mi-juillet maximum. Et donc, souvent, la grosse difficulté, c'est justement pour les fonctionnaires qui sont recrutés internationaux de savoir que le questionnaire est là et qu'il faut le remplir. Ça, c'est une des difficultés, mais on essaye, dans la mesure du possible, de sensibiliser un peu plus. Et je pense qu'en faisant des sessions comme on a fait aujourd'hui, peut-être qu'on va être capable d'avoir un bon taux de réponse. Mais donc, sachez que c'est la région Afrique qui va être révisée et que la réunion aura lieu en novembre à New York, probablement. Et donc, on va nous aussi, de notre côté, au niveau de la FICSA, faire une campagne un peu de sensibilisation pour dire, dès qu'on sait que les questionnaires sont partis, on va informer nos collègues qui sont dans les FUNSA en Voilà. Afrique et on va les informer que ces Voilà. questionnaires sont à compléter. Mais c'est malheureusement le plus qu'on peut faire parce qu'on aimerait ça aller sur le terrain, mais on n'a pas les moyens. Donc, on veut vous demander si vous êtes déployés dans ces lieux d'affectation, d'être un peu aux aguets dans les prochaines semaines, parce que les questionnaires vont arriver bientôt. Voilà, exactement. Merci, Véro. Et je voulais aussi vous dire, juste comme ça, qu'on a demandé plusieurs fois au ICSC de traduire leurs documents en français et en espagnol. Jusqu'à maintenant, comme vous voyez, ça n'a pas été Ouais, c'est fait, un mais peu ils sont dommage. au courant qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, on va insister pour ça dès qu'on peut. On a, grâce vos collègues à l'OMS à Brazzaville et Lucie à Conakry, qui nous disent à chaque fois pourquoi c'est pas en français, pourquoi c'est pas en français. On vraiment demande à chaque fois que les documents importants au moins sont traduits dans au moins trois langues, Mhm. si ce n'est pas les Ouais, 6 langues officielles. OK. ouais. Écoutez, Merci. vas-y, allez-y. C'était qui? C'était Georgette, je crois, qui a parlé. Celui-ci, je disais merci beaucoup, merci pour ça. Oui, bon, vous avez Merci, apprécié, ben, Lucie. tant mieux. J'espère que j'ai pas été c'était pas trop J'espère compliqué. j'espère qu'ils vont, bon, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer pour la traduction, mais bon, c'est le moins des Ouais. choses, moi, je trouve.